3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, c'est un truc complètement nouveau et complètement freestyle que je vous propose. Hier soir, j'ai été invité sur Radio Tonic, une fréquence suisse, pour participer à une émission super intéressante sur le basket, le 5 majeur. Avec leur accord, j'ai tout filmé, j'ai récupéré les rushs audio et je me suis dit que ce serait cool de vous proposer tout ça. Bon, je suis pas un fan des lives et pourtant là, ce sera presque tout pareil. Je dis presque parce que ouais, il va y avoir des cuts. Merci Skype et Messenger pour ça. Mais bon, visiblement, c'est aussi ça les aléas de la technique. Bref, dans cette discussion avec David et Flo, on va évoquer la deadline en parlant de chacun des principaux trades. L'idée sera de donner nos ressentis là-dessus et d'essayer de voir s'il y a des gagnants et des perdants à chaque fois. Après, on parlera particulièrement de Philadelphie, équipe sur laquelle on fera un petit focus. Et ouais, ils m'ont aussi invité pour parler de mon équipe favorite. Et enfin, pour finir sur un feu d'artifice, j'affronterai Flo, jusque-là invaincu, dans un quiz NBA concocté par David. Vous allez voir, j'ai transpiré, il y a du level en face. Bon, petit truc aussi à préciser, c'est pas forcément simple de toujours regarder la caméra quand t'as Skype qui tourne sur l'ordi devant toi en bas. Ça va se voir que je suis pas un grand habitué de l'exercice du live, ça. Mais bon, promis, j'ai fait de mon mieux, puis j'espère que vous trouverez ça intéressant. Avant de commencer, petit instant promo. Je vous rappelle qu'en ce moment, sur Instagram, à la manière de Trash Talk, je vous propose mon top 100 all-time des joueurs NBA. Franchement, venez me follow, c'est l'occasion ou jamais de le faire. Chaque jour, je dévoile un nouveau joueur en story. Bref, revenons à nos moutons et je remercie bien fort Flo et David. Je me suis régalé dans leur émission, j'ai pris énormément de plaisir. J'espère que vous le ressentirez, c'est parti pour mon passage sur Radio Tonic. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonic. Et on va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA. Jingle. Zion for four. Welcome to the NBA. Et le marché des transferts venant tout juste de fermer ses portes en NBA, on va bien sûr décortiquer sous tous les angles les différents trades de ces derniers jours, sans oublier l'actu des Sixers de Philadelphie avec notre guest du soir. Et pour finir cette émission en beauté, vous en avez l'habitude, le traditionnel overtime du 5 majeur avec son quiz. Alors fans de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et Twitter, @le 5 majeur, tout en lettres, pour débattre avec nous et notre invité du soir. Et justement, pour nous accompagner aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir Guillaume du 6ème homme. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu ? Salut, eh bien, ça va très très bien et vous, ravi de l'invitation. En tout cas, c'est une première pour moi la radio en live comme ça, donc c'est un exercice qui va être assez cool, qui me fait bien plaisir. Donc je vous remercie encore pour l'invitation. Eh ben, c'est un plaisir qu'elle se passe avec nous, merci de l'avoir accepté justement. Et puis on en profite d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs de suivre ardemment ta chaîne YouTube sur laquelle tu es très actif, mais aussi tous tes autres comptes et réseaux sociaux, Twitter, Instagram, @le 6ème homme, 6 en chiffres. Justement pour YouTube, puisque c'est ton activité principale, il me semble, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, à quelle fréquence tu publies tes vidéos et quels sont tes contenus ? Ouais, bien sûr, j'essaye de sortir au minimum une vidéo par semaine, généralement le vendredi, même si ces dernières semaines, il y a eu des petits aléas qui ont fait que j'ai sorti des vidéos le mercredi aussi. Voilà, des fois j'en sors 2 par semaine, j'aimerais bien le faire plus souvent, ça arrivera peut-être un jour quand je pourrai vivre seulement de YouTube. En tout cas, j'essaye d'y arriver. Et en tout cas, voilà, soyez à l'affût le vendredi, et puis si vous voulez rien manquer, mieux c'est de s'abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Vous aurez les notifications et vous êtes sûr que vous louperez rien comme ça, quoi. Ouais, on invite ardemment nos auditrices et auditeurs à venir faire un petit tour sur ta chaîne YouTube avec toutes ces vidéos de qualité. Et messieurs, sans plus tarder, on va ouvrir notre dossier spécial de la semaine autour de la trade deadline qui s'est achevée hier soir avec énormément de moves dans ces dernières 72 heures et notamment hier. On avait nos alertes Twitter qui bipaient dans tous les sens. Et chauvinisme oblige, on va débuter par le blockbuster trade de mercredi qui voyait notre Clint national s'envoler du côté d'Atlanta. Du jamais vu en termes de chiffres et d'équipes impliquées depuis 20 ans. Et le trade de Patrick Ewing à l'époque du côté de feu les Seattle Supersonics. Pour résumer rapidement, Atlanta récupère Clint Capella et Néné. Houston reçoit Covington, Jordan Bell et un futur second tour de draft. Minnesota de son côté voit arriver Beasley, Van Turner, Jared Vanderbilt, Juan Crow et Hernan Gomez et le premier tour de draft 2020 des Nets. Et quant aux Nuggets, ils reçoivent Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier et le premier tour de draft 2020 des Rockets. Tiens, on va commencer par toi Guillaume. Qu'est-ce que tu penses concrètement de ce trade ? Est-ce que tu penses que tout le monde est gagnant ou alors tu vois une équipe qui sort un petit peu du lot ?
Eh bien exactement, tu l'as dit. J'ai l'impression que les quatre équipes arrivent à s'en sortir un peu avec ce qu'elles voulaient dans cette histoire. Quand on prend les Nuggets et les Wolves, ça donne des assets, ça donne de la profondeur de banc, c'est assez intéressant. Et si on prend les Rockets et les Hawks, je trouve que ces deux équipes récupèrent un joueur qui correspond totalement au profil que ces équipes recherchaient. Les Hawks récupèrent Capella, ils voulaient un pivot, un protecteur de cercle, quelqu'un qui était bon en défense, qui pourrait être complémentaire avec John Collins. Donc c'est le cas, puis il lâche pas grand chose pour l'obtenir. Et côté Rockets, ça récupère Covington dans un vrai profil de Suendi. Je crois qu'il recherchait ça depuis le départ d'Ariza. Là, je vois même du Ariza et en mieux. Donc forcément, il y a des questions qui se posent au poste de pivot. Mais ce poste 3, je pense que Covington, en tout cas, peut vraiment rentrer dans le système et fitter dans le système de Mike D'Antoni. Ouais, puis il faut voir, pour compléter ce que tu disais déjà par rapport aux Rockets, ils ont été énormément critiqués sur les réseaux sociaux. On aime bien se foutre un petit peu de la gueule. C'est le vilain petit canard de la NBA, j'ai l'impression, depuis 2-3 ans. Donc, Clint Capella, en fait, ce qui s'est passé du côté des Rockets, il a été exceptionnel, je crois, en 2016-2017, sur les playoffs 2017, là, quand il met Karl Anthony Towns dans sa poche, sur l'année, il est un des meilleurs défenseurs de la saison. C'était plus le cas en ce début de saison. Et surtout, offensivement, dans les gros matchs de playoff, il a tendance à énormément s'effacer parce que les Rockets n'utilisent pas leur poste de pivot. Donc là, ce qu'ils ont fait, les Rockets, certains se disent, oui, ils se sont fait arnaquer, qu'ils clean Capella pour récupérer les mecs, ils ont lâché Clint Capella pour récupérer Robert Covington, oui, mais l'argent qu'ils avaient sur leur poste de pivot, c'était pas possible d'avoir un joueur de cette qualité à ce poste-là puisqu'ils ne l'utilisent pas. Là, ils se retrouvent avec Robert Covington sur l'aile, dont ils vont avoir une utilité encore plus forte. On l'a vu hier. Alors, je suis pas dans la culture de l'instant, il fera des mauvais matchs, Robert Covington, mais en tout cas, je trouve que c'est un choix pertinent. Ils vont à fond dans leur small ball. De toute façon, ils vont crever avec ça. Il faut prendre aussi, contextualiser un petit peu. Mike D'Antoni, il arrive en fin de contrat. Avec son compère Daryl Morey, il fait un petit peu la paire là, dans ses trades un petit peu foufou à chaque fois. Mais en tout cas, on va voir comment ça paye. Il y en a qui disent oui, ça va être compliqué face au pivot des 5 titulaires côté ouest. Certainement que ça va être compliqué sur une série face à Anthony Davis. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais en tout cas, ils ont leur idée et ils la suivent. Et je trouve que c'est tout à leur honneur. Et je trouve pas le move inintéressant pour eux en tout cas. Ouais, c'est ça, je rajouterais même que, rapidement en tout cas, c'est vrai que ça va être difficile contre les Lakers, ça va être difficile contre les Nuggets aussi avec Jokic, mais vraiment, cette idée de run and gun, d'attaque en 7 secondes ou moins, ça peut... En fait, ils ont toujours été précurseurs, je trouve, les Rockets, avec Mike D'Antoni, avec Daryl Morey, comme tu le disais, et donc pourquoi pas leur faire confiance, pourquoi pas encore instiguer quelque chose de nouveau en NBA. Il va falloir qu'ils jouent vite, c'est tout, parce que sur jeu placé, ils risquent de galérer, mais s'ils arrivent à jouer vite, je suis curieux de voir ça quand même. Ouais, puis ça met dans les bonnes dispositions aussi un Russell Westbrook qui prend beaucoup moins de shoot à 3 points, qui est revenu un petit peu dans un style qu'on le connaissait plus en début de carrière. Ouais, voilà, qui attaque le cercle à outrance, à outrance et à outrance. PJ Tucker en poste 5. Alors oui, c'est marrant parce que c'est James Harden qui fait l'entre-deux et ça fait forcément rigoler. Mais tu le disais, Flo, ils vont crever avec leurs idées. Ils n'ont pas vraiment de choix. Ils vont aller jusqu'au bout de leur mentalité. Au moins, on peut leur donner ce mérite-là. Et puis on attend de voir ce que ça donnera. Après, on peut pas leur enlever. Hein. Ils ont tapé le Jazz de Rudy Gobert de cette manière-là. Hier, ils sont allés s'imposer au Staples Center. Donc, ils ont quand même aussi des résultats qui parlent pour eux. Maintenant, on attend de voir en play-off sur une série au meilleur des 7 matchs, est-ce qu'ils arriveront à avoir cette réussite-là. Ce sera toute la question du côté des Rockets. Moi, je pense que ce sera un petit peu compliqué. Ouais, je pense aussi. Ouais. Notamment sur une série de 7. Après, on n'a pas parlé aussi justement de Clint Capella. Tu as dit quelque chose, tu as dit que tu trouvais complémentaire avec John Collins. Moi, personnellement, j'ai des grands doutes sur cette association-là. Alors, avec Trae Young, c'est bizarre, aucun vas-y, problème. Développe. Sur Clint Capella, je m'explique. Clint Capella, alors, mettons qu'il retrouve son niveau défensif d'antan et que, ok, très bien, c'est un excellent rebondeur, ça peut être un très bon défenseur s'il arrive à retrouver ce qui faisait de lui un très bon défenseur, parce que là, depuis le début de l'année, c'était catastrophique, donc affaire à suivre. Mais s'il redevient ce joueur-là, il peut pas stretcher Clint Capella. Pour l'instant, John Collins, il peut pas non plus. Il va falloir, moi je suis inquiet pour John Collins, personnellement, parce que John Collins, il va falloir qu'il apprenne à stretcher un peu plus. Clint Capella, il peut pas pick and pop. Il est obligé de rouler, il n'a pas de tir à 3 points, il ne peut pas écarter le terrain.
Il a des similitudes énormément avec John Collins. Alors, c'est des joueurs différents, mais il y a des similitudes. Donc moi, je suis très inquiet sur l'association de ces deux joueurs-là. Je pense qu'ils vont être très bons l'un sans l'autre, l'un avec l'autre. Clint Capella, je pense qu'il sera dans les standards habituels dans lesquels on le voyait à Houston, peut-être même meilleur. En tout cas, Collins, j'ai un petit peu plus de mal à croire que son rôle ne va pas changer, parce que forcément, tu peux pas avoir deux joueurs comme ça qui viennent dans la raquette. Tu auras besoin d'écarter un petit peu. Et je le sens pas capable. En tout cas, en l'état, c'est même pas que je le sens pas capable, c'est qu'en l'état actuel, il est pas capable de le faire pour l'instant. Puis t'as récupéré Voilà, Dwayne Edmond aussi, les gars. Vas-y. Je dis juste, tu récupères un mec comme Dwayne Edmond qui était du côté d'Atlanta l'année dernière, donc tu te retrouves quand même avec une sacrée raquette, avec 3 joueurs qui ont à peu près le même profil poste bas. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Donc vas-y Guillaume, tu disais. Je disais, pour moi, la clé, elle vient surtout de Trae Young. Le mec, c'est un des meilleurs playmakers en NBA, il est deuxième meilleur passeur de la ligue. Si on parle de Capella pour commencer, je pense qu'il va se régaler avec Trae Young, avec un playmaker qui est peut-être encore un meilleur passeur que James Harden, qui garde moins la balle que James Harden. Donc que soit sur les cuts, que soit sur les pick and roll, il peut briller, Capella, effectivement, comme le fait Collins actuellement. Mais là où je vois une complémentarité, c'est que Collins, mine de rien, a beaucoup plus de polyvalence offensive. Il a plus de moves que Capella, il ne fait pas que des cuts. Et je trouve qu'il y a vraiment une complémentarité attaque-défense qui est intéressante entre ces deux intérieurs. Vu qu'il y a du spacing dans cette équipe d'Atlanta avec Trae Young qui écarte les défenses énormément, il peut y avoir de la place pour deux intérieurs comme ça. Enfin, j'imagine en tout cas que ça peut fitter. Les deux sont de bons rebondeurs. Collins, il peut mettre ses 20 points par match, ça va peut-être diminuer un peu. Capella va briller sur toutes ses actions parce qu'il n'aura pas beaucoup de moves près du cercle, mais il peut recevoir la balle dans des positions efficaces. Donc ouais, moi je demande à voir quand même parce que ça peut fitter avec un mec comme Trae Young. Ouais, et puis enfin, le front office d'Atlanta qui répond aux demandes et aux sollicitations multiples de Trae Young, qu'on avait un petit peu ras la casquette de voir cet effectif-là au rabais et qui demandait des renforts, hein. Il vient des petits starters au All-Star Game, donc de toute façon, le front office n'avait pas vraiment de choix. Il s'était positionné sur Dédé, on en parlera un petit peu plus tard, pas d'alerte teaser. Mais voilà, au moins, il lui ramène un pivot référencé, jeune encore, hein. Capella, il a à peine 25 ans. Donc qui peut à mon avis rentrer dans son prime dans les années à venir. Il a un contrat qui est pas non plus scandaleux, donc moi je suis plutôt de ton avis Guillaume, dans le sens où je pense que l'association Collins, Capella, Trae Young peut être très intéressante. Donc on espère que notre petit Suisse pourra briller de mille feux, du côté d'Atlanta. Donc voilà, on attend de voir l'évolution de Clint. Est-ce que vous avez 2-3 petites choses à rajouter éventuellement, des petits doutes concernant Atlanta et avec ce trade là? Moi, sur les Hawks, ouais, j'ai une petite interrogation. Je me demande si c'est. Bon, après, je fais la fine bouche, hein, mais si c'est pas précipité un peu. Parce que, de mémoire, ils ont moins de 15 wins cette saison. Ils vont rien jouer. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un Capella tout de suite? Alors, ok, ça fait plaisir à Trae Young. Mais de toute façon, cette année, ils iront pas en playoff. Alors, est-ce que ça valait pas le coup de ne rien lâcher du tout, d'attendre le marché des free agents? On voit qu'un mec comme Nerlens Noel pouvait être dispo, par exemple, dans un profil à la Capella, pour un salaire qui peut être très abordable. Donc voilà, moi je suis persuadé que Capella ça fera du bien, mais peut-être qu'avec un peu plus de patience, ils auraient pu ne rien lâcher du tout pour avoir ce rim protector tant attendu, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Après, il faut prendre en compte quand même que les mecs, là, ils lâchent des clopes, hein. Ils lâchent. Ils envoient quoi dans le trade? Ils envoient Evan Turner en contrat expirant. Ils envoient un choix de draft qui n'est pas le choix de cette année qui aurait valu le coup. Donc voilà, ils envoient pas non plus. Donc je pense que Clint Capella, effectivement, c'est exactement ce qu'ils recherchaient. Et ils l'auraient pas eu cet été parce que les Rockets avaient un besoin absolu là de partir dans leur délire small ball. Donc pour finir, moi je trouve que dans le trade, si on doit donner réellement un gagnant, c'est clairement Atlanta. Les mecs, ils lâchent que dalle et ils se retrouvent avec Clint Capella, le truc qu'ils cherchaient exactement depuis le début. Et puis pour parler un petit peu des autres, par exemple de Denver, Denver c'est un peu la même chose. Alors je vais mettre juste une petite réserve sur Denver parce que Denver ils ont un super bilan depuis le début de la saison. Ils ont touché quand même pas mal de joueurs, aucun, on est d'accord, hein, qui faisait partie de la rotation de manière très importante. Ils n'ont rien lâché de conséquent, donc leur move, je le comprends tout à fait. Ils se retrouvent avec Gerald Green, Noah Vonleh, Baptiste Diop, c'est des joueurs qui vont leur servir quand même, malgré tout. Ils prennent un premier tour de draft, celui des Rockets de 2020. Donc là aussi, je le comprends. Seul petit bémol, est-ce que justement d'avoir touché un petit peu tout ce groupe qui avait l'air de bien s'entendre, même si c'est pas des joueurs importants, est-ce que ça va pas créer une autre atmosphère dans le vestiaire à faire à suivre?
Ouais, il y a un risque dans le vestiaire. Après, dans le jeu, ça reste quand même des joueurs qui peuvent se dévouer à un collectif. Il y a un mec comme Bates Diop, par exemple, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il peut apporter pas mal à Denver. Peut-être que ça vaut le coup. Ça aurait peut-être pas gagné un titre à Denver, ça n'en gagnera peut-être pas toujours. Mais ça peut être un vrai contender, une équipe surprise. Alors autant essayer peut-être de prendre des risques, même si ça peut chambouler l'ambiance dans le vestiaire. Mais autant essayer d'aller le plus loin possible. Et je trouve que mine de rien, ça ajoute de la profondeur dans le banc qui est pas inintéressante, quoi. Ouais, puis il y avait surtout ce poste de meneur backup, les gars, derrière Jamal Murray, qui est très Shabazz. souvent blessé. Là, tu récupères le père Shabazz, qui montrait de très bonnes choses du côté de Minnesota. Voilà, un meneur référencé avec de l'expérience. Tu bazardes Malik Beasley, qui faisait clairement plus partie des plans à Denver, qui enchaînait déception sur déception. On a voulu privilégier d'autres joueurs comme Harris notamment. Donc voilà, Denver, je pense pas que... Alors Bates Diop, ouais, peut t'amener un petit peu de défense, mais pour moi, l'élément principal de ce trade-là, c'est l'arrivée de Shabazz Napier. Tu as enfin un backup digne de ce nom sur le poste de meneur au cas où Jamal Murray se blesse, et ça arrive quand même régulièrement cette saison. En plus, dans la besace, le premier tour des Rockets de cette année. Donc ouais, Denver, je pense avec Atlanta dans les grands gagnants de ce trade-là. Ah ouais, on est Ouais, d'accord. tout à fait. Minnesota aussi, hein, il y a l'arrivée de Malik Beasley. Alors, faudra voir Malik Beasley en quoi il se transforme. Des fois, tu as l'impression que le mec, ça va être un top player. Et puis d'autres soirs, tu te dis, oh putain, mon Dieu, quelle catastrophe ce joueur. Mais c'est une arrivée que j'aime bien, moi, du côté du Minnesota. Et puis, bon, on devait pas en parler maintenant, mais du coup, ça vient sur le tapis. Il faut parler aussi de l'arrivée de D'Angelo Russell, parce Mhm. qu'en fait, je pense que ce trade là, le fait d'avoir envoyé Robert Covington, il pensait récupérer un petit peu les choix de draft à envoyer aux Warriors, pardon, pour pouvoir récupérer D'Angelo, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, ils sont obligés. David, tu peux nous redonner le transfert. Ils envoient un premier tour top 3 protégé, mais un premier tour quand même, hein. C'est ça. Ça Bah, fait lourd dans la balance. écoutez les gars, on va faire une petite transition toute rapide. Je voulais enchaîner sur Iggy, on le garde de côté. On va passer maintenant au trade de D'Angelo Russell, forcément. La Vosges bombe d'hier soir, Ah sur ouais. les coups de 19h, Twitter s'enflamme, avec le départ de l'ancien numéro 2 de draft, qui s'en va rejoindre le numéro 1 de la QV 2015, son grand poteau 4 du côté de Minnesota. Donc je vous refais le trade dans les grandes largeurs. Minnesota récupère D'Angelo Russell, Omari Spellman et Jacob Evans. De son côté, Golden State voit arriver Andrew Wiggins et son magnifique contrat. Le premier tour des Wolves de 2021 qui est protégé top 3. Sinon, ça bascule en 2022 et un deuxième tour des Minnesota de 2021. Donc là-dessus, les gars, que pensez concrètement de ce trade? On ne s'attendait pas vraiment à un départ de D'Lo aussitôt. On le voyait plus venir sur l'été. Et puis surtout en échange d'Andrew Wiggins. T'en penses quoi, mon Guillaume? C'est ça. Mais moi, je m'attendais vraiment à un trade de Dilo. Je l'avais un peu prévu dans ma vidéo, mais en fait, je pensais pas du tout que Minnesota lâcherait Wiggins. Donc, il y en avait j'ai vu dans les commentaires de ma vidéo qu'il y en a qui l'avaient prévu. Félicitations à eux. Mais je pensais qu'ils pourraient récupérer Dilo en lâchant moins. Et là, ça me pose question quand même. Parce que ouais, Minnesota, ils vont avoir un duo de potes, ils vont avoir Dilo et Kat, ça peut être très intéressant, on peut en parler aussi, ça peut très bien marcher sur pick and roll, et c'est bien plus complémentaire que Wiggins et Karl Anthony Towns. Mais moi j'imaginais un trio de fous qui leur permettrait qui leur aurait permis de step up vraiment énormément. Là je me pose des questions, ok ils ont un meilleur duo, mais là c'est un squelette sur lequel tout est à construire, parce que pour moi là Minnesota je peux pas encore dire qu'ils ont vraiment progressé. J'imagine ça comme un gros chantier, il va falloir attendre cet été, de toute façon il n'y a rien à jouer cette saison. Mais j'ai beaucoup moins de certitude que s'ils avaient fait ce trade en conservant Wiggins. Surtout en perdant Covington en plus, il n'y a vraiment plus personne sur le poste 3. Mais ça vient avec ce qu'on disait, ce que je vous ai dit juste avant, et le fait que les tours de draft qu'ils aient récupérés pour Robert Covington n'étaient pas suffisants pour draguer les Warriors. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'éléments lâchés, hein. Andrew Wiggins, qui est quand même, qui est quand même un talent. Alors il est un peu parfois énervant du côté des Wolves, mais c'est quand même un pur talent. Et puis tu lâches un premier tour de draft avec, hein. C'est pas rien un premier tour de draft. On l'a vu sur les dernières années. Donc protéger top 3, sinon ça bascule en 2022. Donc Golden State l'aura. Je trouve que ils étaient obligés aussi un petit peu de le faire de par l'attitude de Kat, pardon, sur les réseaux sociaux notamment Ouais. où il draguait d'Angelo Russell, où il exprimait un peu son mécontentement. Donc je pense qu'ils étaient obligés de le faire. Clairement, en termes de fit, ils sont gagnants, quoi qu'il arrive. Mhm. Ça fait
beaucoup d'éléments lâchés, mais clairement ils sont gagnants. Ça va faire un joli duo. Effectivement, sur pick and roll, ça va être joli à voir. Et normalement, ça t'accorde un plafond pour arriver dans une zone playoffable, je pense, David. Oui, bah oui, oui. Après, comme tu le disais, je pense que c'était surtout par rapport aux menaces de Cat, hein. Covington était très bien intégré dans l'équipe. Déjà, vous vous rappelez-vous, je sais pas, vous avez vu les stories quand Covington part, on voyait Cat commencer à tirer la moue. Il suffit de voir l'accueil qu'il a réservé à Dilo à la sortie de l'avion avec son maillot, etc. Donc il y a une vraie amitié entre les deux. Donc il y a ce côté-là aussi. Après, je pense que c'est aussi une manière de tourner la page définitivement sur cette ère Thibodeau, les Minnesota Timberwolves, hein, comme on les appelait. Voilà, Wiggins, Cat, ça n'a pas marché. Je pense qu'Andrew Wiggins n'était peut-être pas le plus heureux du monde du côté de Minnesota. Il va rejoindre un environnement avec une culture de la gagne qui est différent. Enfin, moi, je pense que vraiment Minnesota s'en sort vraiment pas mal parce qu'en plus, tu as le petit Omari Spellman, alors qui brillait pas beaucoup à Golden State, mais moi j'aimais beaucoup ce qu'il faisait du côté d'Atlanta. Ton tour, c'est pas ton tour de draft de cette année, mais celui de l'année prochaine. Si jamais tu couilles un petit peu en termes de résultats, il est quand même protégé top 3. Donc moi, je vois vraiment les Wolves pas gagnants, mais enfin ouais, limite gagnants, je le dis, hein. Avec ce move-là, tu récupères une belle complémentarité entre les deux. Dilo, Kat, c'est jeune, ça s'entend très bien. Donc voilà, une belle axe de construction pour les années à venir. Et puis les gars, je voulais vous demander, Andrew Wiggins, assez surprenant ce choix de la part des Warriors et le front office vraiment persuadés, hein, du développement qu'ils peuvent apporter à Andrew Wiggins. Ils sont persuadés, voilà, qu'avec une atmosphère différente, cette culture de la gagne, ils pourront en tirer quelque chose. Vous croyez vraiment à l'explosion de l'ancien numéro 1 de draft du côté de la baie? Moi j'y crois. Je trouve que les Warriors c'est les grands gagnants de ce trade, hein. Alors Minnesota est pas perdant, ils sont gagnants aussi. Ce pick top 3 protégé, c'est un peu dommage. Peut-être qu'un loterie protégé aurait eu plus de sens, mais peu importe, on va revenir aux Warriors. Moi je trouve que là les Warriors ils font un super coup. S'ils avaient gardé Russell, on était pas du tout sûr que ça aurait fité avec Stephen Curry, avec Klay Thompson. Là, il retrouve un vrai poste 3, un poste où il y avait un vrai trou là depuis le départ de Kevin Durant. Un mec qui, à mon avis, dans le cadre des Warriors, avec cette culture de la gagne, comme tu le disais, avec les systèmes de Steve Kerr, avec même un Draymond Green qui pourra le remettre un peu sur les bons rails si jamais il dérape. Là, Wiggins, à mon avis, il a tout approuvé. Enfin, il faut pas oublier, comme tu le disais aussi, que c'était un ancien premier choix de draft, qu'il a fait une saison à plus de 23 points par match. C'est un mec qui est sûrement un peu réservé, c'est un mec qui... mais c'est un mec qui peut scorer, c'est un mec qui peut profiter de tout cet environnement des Warriors. Et non, vraiment, ça me plaît beaucoup, moi, cette arrivée de Wiggins aux Warriors, clairement. Ouais, moi je suis sur la même longueur d'onde que toi. Ça me plaît énormément. Il faut pas oublier que D'Angelo Russell, dès qu'il est arrivé du côté des Warriors, on a tout de suite eu une tonne de rumeurs. Alors c'est toujours très compliqué de savoir si elles sont fondées ou non, mais je trouve que de manière naturelle, Andrew Wiggins, je parle pas de valeur intrinsèque des joueurs, hein, parce qu'évidemment D'Angelo Russell a une plus grande valeur qu'Andrew Wiggins actuellement, mais je parle de fit. C'est plus naturel d'avoir Steph Curry sur ton poste 1, Klay Thompson sur ton poste 2 et Andrew Wiggins sur ton poste 3. Ils ont déjà gagné un peu dans cette configuration avec, alors je les compare pas non plus parce qu'Andrew Wiggins et Harrison Barnes c'est pas comparable, mais ils ont déjà gagné dans cette configuration avec Harrison Barnes. Et tu l'as dit, il arrive dans un environnement où tu as pour développer du talent, je pense qu'il y a pas son pareil actuellement dans la NBA. Alors je suis pas forcément hyper Objectif, objectif. ouais. Moi, je suis un grand fan, C'est je suis un sûr. grand fan des Warriors, mais je trouve que vraiment actuellement, il n'y a pas son pareil pour développer des talents. Steve Kerr, pour moi, si ce n'est pas le plus grand à l'heure actuelle, il est dans le top 2 des meilleurs coachs de la ligue. Donc forcément, Wiggins, j'y crois. Et il faut se rappeler comment tout ça est arrivé. Pour finir sur Wiggins, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose. C'est un mec qui a croisé certes énormément de coachs dans sa carrière et d'équipes un petit peu en loose Bancal. au moment où il, On au dira moment où il bancal, tombait ouais. dedans. Mais il a jamais eu un vétéran un petit peu comme tu viens de l'évoquer avec Draymond Green. Alors je sais pas si Draymond Green sera un peu cette sorte de père, de parrain dans la ligue que peuvent avoir certains joueurs. Je l'espère pour les Warriors, mais il en a jamais eu. Il en a jamais eu. Non, c'est Il ça. a eu il a eu Jimmy Butler l'année dernière du côté des Wolves, mais Jimmy Butler est resté une saison même pas entière. Et
bénéfice. Jimmy Butler est arrivé après, C'est ça. après Andrew Wiggins. Là, Andrew Wiggins arrive chez les Warriors et forcément, il faut pas oublier non plus d'où ils viennent les Warriors. Ils devaient perdre Durant normalement contre que dalle, contre Lorraine, et ils se retrouvent avec Wiggins, un premier tour de draft et un second tour de draft. C'est quand même pas rien, quoi. Ah non, on doit Ah, mérite au c'est front office énorme. qui nous a fait quand même un super move. Mais comme tu le disais, ouais. Puis là, tu as un effectif qui devient un peu plus cohérent. Avec Dilo, ça se marchait un peu dessus. Il y avait la question de la défense. Je pense qu'Andrew Wiggins peut devenir un défenseur correct. Il est athlétique. C'est quand même un numéro 1 de draft. Donc je pense qu'il va être capable de s'épanouir là-dessus. Et puis tu as forcément ce choix qu'ils vont avoir cette année à la draft, qui va être très élevé. Imaginons tu arrives à récupérer un numéro 1 avec les pivots qui pourra y avoir lors de la prochaine draft. Si tu rajoutes, je sais pas, par exemple un James Wiseman dans cet effectif-là, tu te retrouves tout d'un coup avec une équipe dès l'année prochaine qui peut rejouer le titre. Donc ouais, moi je pense que Minnesota s'en sort très bien, les Warriors également. Donc écoute, un deal qui va satisfaire, j'en suis sûr, les deux parties. Allez, maintenant les gars, on va revenir, comme je l'avais prévu, du côté de South Beach. Alors encore un move 5 étoiles de Pat Riley, avec un des noms les plus attendus de la free agency. C'était le père Iguodala, qui était en grève, clairement, du côté de Memphis. Tout le monde l'attendait du côté de la Cité des Anges. C'est finalement en Floride qui va débarquer, accompagné de Jake Crowder et de Solomon Hill. Memphis, en échange, récupère Justice Winslow, Dion Waiters et Gorgui Dieng. Pas de tour de draft impliqué dans ce trade-là. Et Minnesota, quant à eux, voit débarquer James Johnson. Donc Pat Riley qui nous fait encore des miracles et qui vient quand même sacrément renforcer son effectif à la vue des playoffs avec 2 ailiers vétérans référencés qui apportent de la défense et puis surtout il garde de la flexibilité pour 2021 avec l'objectif, on va pas le dire qu'il est caché, mais d'essayer d'attirer Giannis. Guillaume, encore un move masterclass du Pat Riley. Clairement, là, avec l'arrivée de Crowder notamment et de Iguodala, je trouve que Pat Riley récupère 2 joueurs qui sont vraiment dans le hit basketball, qui correspondent vraiment à la culture de Eric Spoelstra, à la culture de Pat Riley. Des mecs qui savent défendre, qui peuvent se battre, qui peuvent aussi mettre des points. Donc franchement, c'est vraiment un move très intéressant. C'est intéressant d'avoir récupéré Crowder aussi, parce que Iguodala il a 36 ans, je suis pas sûr qu'il puisse jouer 40 minutes par match. Par contre, tu peux vraiment le mettre sur des missions défensives pour faire souffler Butler. Tu peux le mettre dans le money time, tu peux espérer de lui qu'il mette des shoots quand il est démarqué derrière la ligne à 3 points et profiter du spacing. C'est bien. Après, moi j'ai été étonné quand même parce que je pensais pas qu'il faudrait lâcher autant que ça pour avoir Iguodala. Un mec qui, les rumeurs disaient qu'il pourrait peut-être se faire buyout. Je pensais pas que il y aurait Winslow qui partirait pour un joueur comme lui. Mais bon, c'est qu'il y a dû avoir d'autres offres et que le Heat a su mettre les pièces qu'il fallait sur la table pour faire ce trade. Et au final, ils ont eu raison parce qu'ils progressent de façon significative. Mais je pense que vous avez fait le tour à vous deux. Pour terminer, je rajouterai juste que Justice Winslow était pas non plus super important dans la rote du fait de ses blessures. Donc je comprends le trade de Pat Riley. Effectivement, ça fait beaucoup, mais ça me choque pas non plus. Là, t'as un mec qui va vraiment t'apporter énormément en playoff, pour parler que d'André Iguodala. Voilà, pour vous compléter un petit peu, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec. Ouais, on le voyait pas venir, ce trade-là. Tout le monde le voyait partir à LA. Donc, toujours en sous-marin, le père Pat Riley qui nous fait des moves comme il a le secret. Et puis, Justin Winslow, je te rajoute juste pour compléter, Florian, un très très gros potentiel. On sait qu'il peut défendre sur plein de postes, qu'il a énormément de capacité de création, qu'il était très apprécié du côté de la Floride. Mais tu le disais, trop de blessures, beaucoup trop de blessures. Donc, au bout d'un moment, le front office, il était en train de se rendre compte que cette équipe-là, elle peut vraiment aller faire quelque chose en playoff dès cette année. Tu as de la flexibilité parce que en plus tu reprolonges le père Iggy qui est quand même exceptionnel en termes de vol, c'est parfait. L'autre il est en grève, il joue pas, il traîne du côté de LA, il fait la promotion de son livre, il prépare son après-carrière, il file chez une équipe qui va jouer les hauts de tableau à l'Est, il prolonge sur 30 millions, c'est ça, sur 2 ans. Alors après Pat Riley était très intelligent, ils ont le Heat à une team option pour la 2e année, donc c'est tout gagnant pour le Heat. Tu te renforces dans l'immédiat pour l'année et demie à venir.
et tu te gardes cette flexibilité. Donc ça risque d'être super intéressant de voir ces deux mecs se rajouter, parce que c'était vraiment ce qui manquait, hein, des ailiers costauds et avec de l'expérience. Donc le Heat qui commence vraiment à avoir ce rôle d'épouvantail à l'Est, et qui va être vraiment le poil à gratter pendant ces playoffs. Messieurs, on rebascule maintenant du côté de l'Ouest. Un petit mot sur les Grizzlies peut-être. Ah bah oui, vas-y du coup. J'ai été très surpris par ce trade, hein, enfin très surpris non, mais je trouve que les Grizzlies ne sont pas perdants et effectivement ils réussissent un bon début de saison je trouve, et là à mon avis avec un tel transfert ils jouent officiellement les playoffs. Ils récupèrent Gorgui Dieng qui fera office de pivot backup derrière Valanciunas, et surtout voilà, Winslow, vous l'avez dit, il a des soucis de santé, il a dû jouer qu'une dizaine de matchs cette saison, mais s'il arrive à revenir, c'est un gars qui a énormément de potentiel, qui peut apporter beaucoup de défense, qui sera parfait au poste 4 derrière Jaren Jackson Jr. Et ça montre les ambitions de cette équipe, et voilà, je voulais juste rajouter ça me plaît de voir que cette équipe va tout faire pour accéder aux playoffs. Ce sera chaud, mais ça correspond bien à la mentalité de cette équipe autour de Ja Morant qui surprend beaucoup de monde cette année en tout cas. Ouais, clairement, et puis ça a mis fin un petit peu à ce feuilleton de Brooks et Ja Morant qui avaient hâte d'affronter Iguodala. Malheureusement, on a regardé le calendrier, hein, il n'y aura plus de Heat Grizzlies d'ici la fin de la saison, donc il faudra éventuellement attendre l'année prochaine pour des retrouvailles, mais ouais, un deal où tout le monde sort gagnant de ce côté-là. Maintenant, on va pouvoir basculer, messieurs, de nouveau du côté de la conférence Ouest avec les Clippers. Grands favoris du coup, hein, pour le titre, et qui sont encore allés se renforcer avec un move dont Jerry West a le secret. Il récupère un des joueurs les plus courtisés sur le marché, hein, Marcus Morris, hein, qui tournait quand même à 20 pions du côté de New York, alors certes dans le marasme des Knicks, qui est venu accompagner d'Haïti. Voilà, le pauvre, il se fait couper dans la foulée. Tiens mon Flo, tu penses quoi de ce move-là, encore énorme du côté des Clippers, qui commence vraiment à avoir un effectif qui fait froid dans le dos et qui fait peur, hein. Ouais, c'est assez affolant. Il récupère ce dont ils avaient besoin, hein, encore un ailier qui peut écarter, qui peut même jouer poste 4 et qui peut mettre des points, qui peut dégainer. Ils n'avaient pas besoin, je pense, de Marcus Morris pour être parmi les favoris, même si leur bilan de saison n'est pas parmi les tout meilleurs, hein. Ils dominent pas la conférence Ouest, mais il y a cette histoire aussi de sauvegarder un petit peu l'énergie de Paul George et de Kawhi Leonard sur les back-to-back notamment. Donc moi je les vois clairement comme les favoris, encore plus avec ce move-là. On va voir aussi ce que donnera Collison. Est-ce que ça va être côté Lakers ou côté Clippers, ou est-ce qu'il y aura un invité surprise? Mais voilà, pour parler de Marcus Morris, on connaît tous ses qualités. Clairement, il vient renforcer un effectif pléthorique. Ça va être hallucinant en sortie de banc, même si lui, je pense qu'il sera titulaire aux côtés de Zubac, sûrement dans la raquette poste 4. Ça va être complètement dingue en sortie de banc d'avoir Lou Williams, Montrezl Harrell et Landry Shamet, qui t'apporte quasiment 60 points, allez, 50 points si j'exagère un petit peu, je m'en rends même pas compte, mais plus de 50 points certainement en sortie de banc. Donc oui, clairement pour moi, favori pour le titre NBA, les Clippers. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de ce move-là? On rappelle juste, hein, parce que j'avais un petit peu zappé, hein, dans ce trade-là, les Clippers, ils ont récupéré donc Morris et Haïti. New York, d'ailleurs, c'était le premier move de leur nouveau président, voit arriver Mo Harkless et le premier tour des Clippers de 2020. Le swap rights pour 2021 et un second tour de draft des Pistons de 2021. Et de leur côté, les Wizards récupèrent Jerome Robinson, hein, qui était clairement une énorme déception du côté des Clippers, hein, on le rappelle, lottery pick. Tiens, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce trade-là, et également du premier move du nouveau président des opérations basket de New York, Leon Rose? Je vais commencer par les Clippers, même si le plus important a été dit par Flo, et je le rejoins. Après avoir, je sais pas, moi je l'imaginais plutôt sortir du banc, Morris, mais c'est vrai que les deux rôles pourraient lui convenir, dans la mesure où si on considère Paul George et Kawhi Leonard comme des 3, et de l'autre côté Zubac et Harrell comme des 5, le poste 4, il y a un boulevard devant lui pour prendre ça. Puis même s'il sort du banc, imaginez Shamet, Lou Will, Morris et Harrell qui sortent du banc, c'est un truc qui est complètement fou. C'est vraiment un truc de malade. Et au final, ils perdent Harkless. J'aime beaucoup Harkless et l'apport qu'il pouvait avoir en défense, mais Morris fit beaucoup plus dans les besoins des Clippers, et effectivement, ça en fait un favori incroyable pour le titre de cette année.
Voilà. Après, tu me parlais de ce trade, de ce trade des Knicks. Effectivement, là, on ne sait pas trop où ils vont, les Knicks. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis Leon Rose comme président des opérations basket. C'est bien, moi je trouve que c'est bien dans l'air du temps de mettre des agents comme ça. Ouais, ça se voit avec Bob Myers aux Warriors, ça se voit avec Rob Pelinka aux Lakers. C'est des mecs qui ont pas mal de contacts. Leon Rose, c'était l'agent de Joel Embiid, de Karl Anthony Towns, de Devin Booker. Il y avait Chris Paul aussi, Mike Conley. Enfin bref, il y a beaucoup de monde sur sa liste. Et puis voilà, s'il était agent, c'est que c'est un expert des négociations, qui sait très bien comment ça se passe de l'autre côté. Et je pense que les Knicks ont vraiment besoin de ça. Maintenant, au vu de l'effectif de cette année, on ne sait pas trop où ils vont. Il y a des jeunes. Et finalement, le plus safe, c'est peut-être de récupérer un pic dans le futur pour faire terminer cette saison tranquille et puis repartir sur une page blanche ensuite, quoi, avec ce nouveau président des opérations basket. Ouais, on attend de voir comment va se finir la saison encore galère et cata du côté de New York. Et puis tiens les gars, quand même un petit mot pour Haïti parce qu'on a de la peine pour lui. Le mec, voilà, encore trimballé d'équipe en équipe. On s'attendait à ce qu'il puisse renaître un petit peu du côté de Washington. C'est loupé, échangé et inclus dans le trade. Et c'est le père Aldridge qui nous l'a informé hier sur Twitter que les Clippers n'allaient pas le conserver et qu'il va être coupé dans la foulée. Ça fait quand même de la peine de voir cet ancien All-Star maintenant un petit peu voilà, végéter dans la ligue et avec pas vraiment de franchise capable de le relancer. Hein. Ouais. Clairement, je pense qu'il retrouvera pas facilement un taf. Il est un petit peu cramé, le père Isaiah Thomas. Alors dans sa tête, hein, il a toujours de l'ambition. J'ai vu ses déclarations, qu'il comptait devenir All-Star, etc. Personnellement, j'y crois pas. Je pense que ça va être très compliqué. Je préfère pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais que je trouve qu'il a plus le niveau tout simplement. C'est ça, on peut avoir que de l'affection pour lui après ses playoffs 2017 avec Boston, ses 53 points après le décès de sa sœur. C'était une histoire qui était très très touchante et ça fait de la peine de le voir en arriver là. Mais si on ouvre les yeux, il faut être conscient de quelque chose, c'est quand Isaiah Thomas est sur le terrain, son équipe elle défend à 4. Et je crois que pour les Clippers, c'est prendre des risques. Peut-être qu'il aurait pu avoir un rôle de joker offensif en sortie de banc, mais vu le boulet que c'est en défense, pardonnez-moi du terme, hein, mais vu le boulet que c'est en défense, à quoi ça servirait, sachant qu'il y a déjà Lou Will qui peut mettre tous les points qu'il faut quand il sort du banc, quoi. Ouais, puis ça donne encore et ça met en exergue vraiment le boulot incroyable qui était fait à l'époque de Brad Stevens parce voilà, on savait qu'il y avait certaines lacunes mais on s'en rend compte encore plus vu qu'il a déménagé de franchise en franchise sur les dernières années. Donc voilà, un peu de peine pour Haïti qui nous avait quand même fait rêver, tu le rappelais après le décès de sa sœur. Donc on espère voilà, qu'il arrivera à trouver un petit spot en NBA. Ça n'a pas marché du côté des Wizards, donc ça sera un des noms à suivre hein, dans le marché des buyouts. Peut-être une équipe qui va peut-être essayer de le récupérer. On espère, pourquoi pas, une équipe ou une franchise qui jouera les playoffs. Messieurs, on va passer maintenant à un grand dadais, le père André Drummond. Et on va l'avouer, c'est quand même la carotte de la soirée. Et elle est pour le front office de Détroit, qui voit partir quand même leur pivot emblématique, un multiple star d'André Drummond, qui rejoint l'Ohio. Alors ça, on l'avait pas vu venir. Dans l'échange, donc Cleveland récupère le pivot des Pistons et Détroit voit revenir Brandon Knight, John Henson. Un deuxième tour de 2023, alors qui est le moins bon entre celui de Cleveland et de Golden State. Messieurs, ma question elle est très simple. Comment les Pistons ont-ils pu se faire enfler de la sorte en récupérant qu'un second tour de draft pour un joueur de la sorte ? Alors qu'on fait juste un petit rappel, il y a quelques jours en arrière, hein, les Hawks qui étaient très fortement intéressés, ils avaient offert un package qui avait quand même de la gueule et surtout avec un premier tour de draft qui avait été refusé à l'époque par le front office qui espérait récupérer plus. Et au final, à force d'être trop gourmands, ils se sont fait avoir et ils l'ont dans le derche. Hein. Avec des contrats non expirants, ce qui est pas le cas de celui-là. Je pense qu'il faut s'attendre côté Détroit dans les années à venir, notamment l'année prochaine, à éventuellement une séparation avec Blake Griffin également. Voilà, ils vont reconstruire ça petit à petit. Là, je pense que clairement, ils entament un processus de reconstruction. Sinon, il n'a pas de sens ce trade. Si c'est dans le cadre d'un processus de reconstruction, on a déjà vu pire. On a déjà vu pire. Là, ils se prennent Brandon Knight, John Henson. Bon, Brandon Knight, c'est quoi? C'est contrat expirant, hein, je dis pas de bêtises. Un deuxième tour de draft, effectivement, qui ne sert à rien. Mais globalement, bon, bah oui, ils se font enfler parce que dans le cadre d'une reconstruction, tu te fais toujours enfler de toute manière. Et ils sont partis pour un long, long chemin, les Pistons.
Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Moi, à mon avis, ils avaient vraiment peur que Drummond n'active pas sa player option, qu'il soit sur le marché des agents libres, peur de rien récupérer en échange. Et là, à mon avis, s'ils ont accepté cette offre, c'est juste qu'ils n'avaient pas mieux. Et ils n'avaient pas le choix. Essayer de récupérer un petit quelque chose des contrats expirants, ne serait-ce qu'un petit second tour pour éviter de le perdre contre rien du tout, je crois que c'était finalement la seule solution pour le front office des Pistons. Après, j'ai quand même deux questions. Faire une reconstruction avec Dwayne Casey, déjà, est-ce que c'est la bonne chose? On sait que c'est pas le meilleur coach possible pour développer des jeunes. Il est très strict. Ouais, voilà, il faut espérer que ça bouge à mon avis, parce que pour l'instant, Casey, pour une reconstruction, c'est pas le mieux. Et puis après, quand on voit tous les contrats qui restent, il reste Derrick Rose, ils l'ont gardé, Langston Galloway, ils l'ont gardé, il y a qui d'autre? Il y a Reggie Jackson qui est toujours là, Blake Griffin. Je comprends pas pourquoi ne pas avoir profité de cette deadline pour essayer de virer tout le monde tant qu'à faire récupérer des seconds tours, peu importe, mais essayer d'aller à fond dans cette reconstruction. Là, j'ai l'impression que le travail était fait à moitié et je trouve ça un peu dommage quand même. Ouais, ça a été bâclé, Après, parce que t'as eu un premier tour de draft, Flo. Disponible en milieu de saison comparé à la fin de saison. C'est vrai. Il y a beaucoup de moins de cap, donc c'est sûrement aussi pour ça. Ils peuvent pas envoyer tout le monde tout de suite. Blake Griffin est blessé, mais je pense qu'en fin d'année, il faut s'attendre à des gros départs. Alors, obligatoirement. Je te disais, Flo, t'as quand même eu les Hawks qui t'ont offert un tour de draft avec un sacré package, quoi. Ils ont vraiment été trop gourmands en s'attendant à beaucoup plus. Et puis, les autres franchises ont attendu, ont vu qu'il n'y avait pas mieux qui tombait sur la table, et ils se sont retrouvés à accepter, en fait, à mon avis, la seule offre qui a pu être transmise par Cleveland. Et puis justement, on va parler de la franchise de l'Ohio, parce que Dédé Drummond, il est en train de se rendre compte peut-être qu'il n'y aura pas pléthore d'équipes qui vont se positionner et qui vont pousser la porte cet été pour lui envoyer un contrat max. Donc est-ce que vous pensez qu'il est déjà de 1 capable d'activer sa player option, sa dernière année de contrat, je crois qu'il est à hauteur de 28 millions, ou même éventuellement de prolonger son contrat du côté de Cleveland? Il y a un petit noyau de jeunes joueurs intéressants, Garland, Sexton, Porter, le petit Porter. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, du futur éventuellement à court et moyen terme du père Dédé dans l'Ohio? Si je commence du coup, je sais pas, moi j'imagine, je suis peut-être très optimiste, mais que Drummond va essayer de se montrer en cette fin de saison. Enfin, c'est quand même le meilleur rebondeur de la ligue, il doit être deuxième ou troisième meilleur intercepteur, il a fait quand même de gros progrès en défense, et donc même s'il a fait des déclarations qui disaient qu'il était déçu d'être parti de Détroit, je pense que ça lui fera du bien de voir une nouvelle ère plutôt, non, de voir de nouveaux horizons on va dire, et ça reste au maximum un pivot qui est limite capable de tourner en 20-20. Donc là, je m'attends à voir un André Drummond qui joue pour sa gueule un peu à Cleveland, qui n'active pas sa player option dans l'espoir de trouver mieux. Peut-être que si les équipes ne se sont pas tant positionnées sur lui lors de cette deadline, c'est parce que justement ils avaient peur qu'il n'active pas sa player option et qu'il trade des assets pour pas grand chose. Mais je pense que déjà Cleveland, s'ils font quelque chose, bon après je sais pas où ils vont Cleveland, mais ils doivent avoir Kevin Love jusqu'en 2050, donc pourquoi pas essayer d'avoir Drummond en plus avec un contrat max et l'associer avec des jeunes. Moi je pense qu'il aurait tort d'activer sa player option parce qu'il trouvera quand même mieux en faisant une bonne fin de saison avec Cleveland, puis il trouvera mieux à Cleveland ou ailleurs. Ouais, ou alors reprolonger. Faudra voir. J'ai pas vraiment fait attention si ces bird rights ont été transférés. Je pense que oui. Donc peut-être que voilà, si la grève se passe bien, on n'est peut-être pas à l'abri que du côté des Cavs, le front office lui propose quelque chose et qu'il se sente bien là-bas. J'ai envie de dire, il était à Détroit, donc en termes de ville magnifique à vivre, il n'était pas il était pas dans un Eldorado. Donc voilà, Détroit, Cleveland, ça va pas le dépayser. Donc peut-être que le père Drummond va être capable de s'inscrire dans la continuité dans l'Ohio. Allez maintenant Guillaume, on va basculer et on a fait le tour, clairement messieurs, merci à vous, on a été plus que complet sur les trades les plus importants de ces derniers jours. Puis on attend maintenant de voir un petit peu ce qui va se passer sur le marché des buyouts pour avoir vraiment une idée précise des forces en présence avant le début des playoffs. Et on va maintenant parler de ta franchise de cœur, Guillaume, les Sixers, qu'on a pris une petite hier soir d'ailleurs face aux Bucks, qui connaissent un début de saison un peu compliqué. Avant de parler un petit peu des trades des dernières heures, quelle est ton impression sur cette première partie de saison des troupes de Brett Brown? Forcément je suis déçu, c'est marrant, sur le Discord en début de saison, sur le Discord là, de la chaîne YouTube, on faisait des NBA Challenge, donc
j'ai participé. Et j'étais tellement persuadé que les Sixers, dans le pire des cas, ils seraient quatrième et obtiendraient l'avantage du terrain, que j'ai promis de faire une vidéo avec une chemise à flamme s'ils n'avaient pas l'avantage du terrain. Donc je commence à regarder les prix pour les chemises à flamme là, et c'est pas ce qui m'enchante le plus. Et non, c'est pauvre en termes de jeu. Je suis déçu un petit peu par l'attitude de Joel Embiid. Son body language m'inquiète un peu. Je suis pas forcément inquiet par son association avec Ben Simmons, mais par l'implication que lui il a, notamment dans les matchs à l'extérieur. L'association Horford-Harris m'inquiète un peu plus. Je trouve que Harris c'est pas vraiment un poste 3. Donc ouais, il y a clairement des manques. Il y a peut-être des manques au niveau de la tactique, au coaching, quand on voit comment Miami, avec une pauvre défense de zone, non, no offense pour Eric Spoelstra, mais avec une défense de zone, arrive à faire complètement déjouer cette équipe. Je me dis qu'il y a de vrais soucis, et c'est très inquiétant. Heureusement qu'à domicile, tout va mieux, parce qu'ils sont à 22-2, je crois. Grosse équipe à domicile, ouais. Et ouais, c'est incroyable cette différence qu'il peut y avoir entre cette attitude, mais même dans l'attitude, ça se voit sans regarder le terrain, ça se voit quand ils jouent à domicile ou à l'extérieur, rien que dans le regard et dans le body language des joueurs, je trouve. Donc je suis déçu parce qu'ils doivent perdre plus de 2 tiers de leur match à l'extérieur. Donc je suis vraiment déçu de cette équipe en déplacement et j'espère que ça va changer, quoi. Ouais, bah pour revenir sur ce que tu as dit et les limites du coaching, je les trouve vraiment énormes, les limites de Brett Brown, tactiquement pendant les matchs. Alors pour faire évoluer, etc., il a déjà fait ses preuves, le garçon, hein. Je viens pas remettre là tout en question, mais justement, tu parlais de cette défense en zone qui a été proposée par Miami, qui a aussi été proposée par Boston, et Boston, vous en avez perdu un contre eux. C'est justement le dernier ou l'avant-dernier, là, Les Pacers. quand ça avait été proposé, face aux Pacers également. Ouais. En fait, il y a un truc de base, quand on te propose en face une défense en zone de 3 ou 3-2, peu importe, c'est de pas shooter à 3 points. Parce que forcément, c'est ce que recherche l'équipe adverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si tu shootes à 3 points, déjà, tu acceptes un petit peu trop facilement ce que te propose la défense adverse. Et je trouve que c'est toujours une mauvaise idée. Si tu les réussis, tant pis, ils vont arrêter de la faire, ils te la ressortiront un petit peu plus tard dans le match. Et là, si tu les mets pas, c'est une autre histoire. Par contre, si tu les rates, qu'est-ce qui se passe? Bah, exactement ce qui s'est passé dans les 3 matchs que je viens de donner. C'est-à-dire que la défense en zone se resserre de plus en plus, laisse de plus en plus le shoot à 3. T'as une perte de confiance parce que tes premières possessions, toujours très très important tactiquement, défense en zone, mes premières possessions, je vais attaquer à l'intérieur. Exactement pour ce que je viens de dire. Parce que derrière, tu es dans un cycle infernal un petit peu, et du coup les Sixers, ils se retrouvent à envoyer des cachous à 3 points, et puis petit à petit, ben voilà, la confiance s'effrite, et forcément ça devient de plus en plus compliqué, et je comprends pas. J'invite les auditeurs à regarder cette magnifique vidéo de Vincent Collet, qu'on aura d'ailleurs comme invité dans un petit mois en direct dans l'émission, qui parle justement de cette défense en zone et qui explique exactement ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est une règle de base du basket, j'arrive pas à comprendre pourquoi le père Brett il fonctionne comme ça, quoi. Est-ce que c'est lui réellement qui demande de jouer cette ligne à 3, ou est-ce que c'est les joueurs qui sont incapables d'aller attaquer, de faire circuler le ballon, qui sont tétanisés, j'en sais rien. Mais je trouve ça très très limite, ouais, tactiquement parlant. Ouais, je suis très déçu, enfin très déçu. Brett Brown, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça a été un coach excellent pendant le process, qui a réussi à créer un groupe, créer des liens. J'avais traduit un article sur Basket Info où il expliquait que les dimanches matins, quand il n'y avait pas match, il organisait des petits déjeuners où chaque joueur parlait un peu de ses passions. Covington parlait de ses serpents, Saric de sa jeunesse en Croatie, qui n'était pas forcément simple. Enfin, je trouvais ça sympa, vraiment, la façon dont il a soudé un groupe, et à mon avis, c'était le coach idéal pour le process. Lors des playoffs 2018, là, il a vraiment montré ses limites tactiquement contre Brad Stevens, où il s'est fait dominer clairement. Par contre, pour moi, il y a eu vraiment une éclaircie l'année dernière, lors des playoffs 2019, où voilà, on le sait, hein, Philadelphie a perdu de peu contre les Raptors, mais plus ça va et plus je me dis que c'est pas par hasard que le départ de Monty Williams fait du mal. À mon avis, il avait un gros rôle en tant qu'assistant, Monty Williams. Ça se voit avec les Pels, il fait du très bon boulot, et même s'il y a eu Ime Udoka qui a été recruté, il est peut-être pas à la hauteur de ce que se faisait Monty Williams. Donc voilà, le cœur dirait que j'ai pas trop envie que Brett Brown soit coupé, mais peut-être que s'il le garde, il faudrait peut-être améliorer les assistants, ou alors peut-être même réfléchir à donner un poste d'assistant à Brett Brown qui lui va créer les liens avec le groupe, et donner un vrai tacticien, parce qu'on voit que Mike Budenholzer, que Eric Spoelstra, que Nick Nurse, que Brad Stevens, ce sont tous des meilleurs coachs tactiquement que Brett Brown, clairement, et c'est là où ça risque de faire du mal en playoff, je pense. Il y a des limites d'effectifs aussi. Il y a eu justement les arrivées de Glenn Robinson et Alec Burks. Enfin, des shooters en sortie de banc côté Philly, des points en sortie de banc.
Pin, toi, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ces arrivées-là? Est-ce que ça peut faire passer un gap aux Sixers? J'ai quand même certains doutes par rapport à ça, je dois te l'avouer. Alors, tu étais dans la nécessité de ramener des shooters, et puis hier, c'était vraiment criant par moments, notamment dans le quatrième quart-temps, avec la défense des Bucks, où il fallait un petit peu de shoot extérieur, et il y a eu un certain passage où Tobias était chaleur, mais concrètement, ça manquait. Donc oui, Glenn Robinson faisait une belle saison, tu l'aimes beaucoup. En plus, Flo, il risque de prendre un petit chécos en fin de saison, donc tu as enfin deux joueurs qui peuvent t'amener des tirs depuis le parking, donc ça pourra que faire du bien. Moi, je suis quand même sceptique parce que tu le disais très bien, Guillaume, le classement est là. Tu as perdu ta série face aux Heat, face aux Pacers, aux Raptors. Il y a de grandes chances que tu aies zéro avantage terrain en playoff. Et c'est assez inquiétant. Donc, ils sont très forts à la maison, certes. Mais je ne sais pas si l'arrivée de Glenn Robinson et d'Alec Burks va vraiment concrètement changer le jeu. Puis j'avais récupéré aussi une stat de Joel Embiid dans les matchs importants. Il a un petit peu tendance cette année à s'effacer, que ce soit face à Milwaukee, Toronto ou Boston. Il a des matchs où il passe vraiment à côté, des 1 sur 11, des 0 sur 11. Donc je sais pas, voilà, si c'est vraiment l'homme de la situation pour l'après-process. Je pense qu'on a fini le process, on est vraiment dans une optique maintenant de gagner. Glenn Robinson III, ouais, peut être intéressant. Alec Burks, pourquoi pas, mais je suis vraiment très sceptique, surtout après ce que j'ai vu hier. Donc on attend de voir ce que va donner Brad Brown. Ouais, Mais notamment en playoff, ce sera compliqué que les deux joueurs soient là pour t'aider dans la mesure dans laquelle dans lequel Philly sera en besoin d'aide, voilà, sur la ligne à 3 points pour envoyer des shoots. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guillaume? Ouais, forcément, ça va pas être révolutionnaire. Il faut pas se fier à la ligne de stats qui est forcément gonflée par leur passage à Golden State. Par contre, ça apportera quand même du positif sur le banc. Là, quand on voit que le sixième homme c'était Furkan Korkmaz, je veux rien enlever à Furkan Korkmaz, hein, mais c'est pas le sixième homme d'une équipe qui joue un titre. C'est un mec qui est bon sur catch and shoot, mais c'est pas le sixième homme, voilà, d'un contender. Donc voilà, Alec Burks, c'est surtout moi ce que je vois, c'est le peu qui a été envoyé à Golden State, des seconds tours de draft qui n'auraient pas servi parce qu'il y a toute une collection de seconds tours de draft à Philadelphie. C'est quand même positif, ça va améliorer cette équipe. Bon, en fait, ce qui me plaît bien en plus du shoot dont vous avez parlé, du scoring en sortie de banc qui manquait à Philadelphie, c'est un peu la faculté à créer d'Alec Burks. Il n'y a personne à Philadelphie qui est capable de porter la balle, de prendre un écran, de jouer vraiment le pick and roll, de shooter en sortie de dribble. Et ça, je suis un peu pressé de voir ça. Comme je disais, ce ne sera pas révolutionnaire, mais ça peut apporter un petit peu de positif dans des endroits qui manquent vraiment à Philadelphie. Et j'ai quand même hâte de voir ce que va donner Burks. Donc voilà, ça va pas faire. C'est pas rien qu'avec ça que Philadelphie terminera numéro 1 de la conférence Est. C'est trop tard. Mais je suis quand même optimiste, c'est un bien grand mot, mais il y aura quand même des D'ailleurs, progrès. quand je prends le classement, une petite anecdote, quand je prends le classement quand même, avec David, on avait fait des petits pronostics, bien sûr, en début de saison. Il les a mis numéro 1 à l'Est et je les ai mis numéro 2. On était c'est tous comme dingue, ça, hein. je C'est crois. quand même dingue, hein. On Ouais. était Ah, tous bien sûr. hypés vraiment par ça. Et là, on se rend compte qu'il y a pas mal de soucis. Et je sais que David, tu l'as beaucoup étudié. Qu'est-ce que tu penses, toi, du cas à Lorford? Ah bah justement, j'allais lancer un petit peu Guillaume là-dessus. Alors Ford, oui, ça faisait un petit peu bandé, hein, ce 5 big ball, hein, à l'inverse du small ball des Rockets. Hein. Tu avais le père Richardson, tu avais vraiment une équipe très très grande, donc on se disait ça peut être très compliqué en termes de mismatch. Mais il faut quand même avouer que le père Ford, il déçoit. Il a un contrat à plus de 30 millions. Je le trouve bon la plupart du temps quand Joel Embiid n'est pas là. Les deux ensemble sur le terrain, ça devient un petit peu compliqué. En plus, tu rajoutes un Ben Simmons qui est obligé dans son jeu de se rapprocher de la raquette. Donc j'ai vraiment l'impression, et ça s'est vu notamment hier, quoi, quand tu as les trois sur le terrain, c'est embouteillage. Tout le monde veut se mettre dans cette zone-là. On sait que le front office compte beaucoup sur Al Horford dans une optique d'un mismatch face à Giannis Antetokounmpo. Mais j'ai envie de dire, il faut déjà arriver jusqu'en finale de conf pour... ou au moins jusqu'en demi-finale pour se taper Giannis en face. Je suis pas sûr si tu affrontes actuellement, je crois que ça serait les Celtics que tu rencontrerais au premier tour. Je vois pas forcément les Sixers sortir d'un premier tour face aux Celtics. Donc j'ai beaucoup de points d'interrogation sur Al Horford et à mon avis, le juge de paix, ça sera les playoffs. Et je pense que s'il n'est pas capable de step up et d'amener cette expérience-là et un vrai niveau de All-Star, il y a peut-être des chances qu'au prochain marché, notamment la Free Agency, le front office puisse se débarrasser de lui. Après, c'est que mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'ancien joueur des Celtics, Guillaume?
Ouais, je pense qu'il a vraiment des difficultés à trouver ses marques dans cette attaque de Philadelphie. Bon, déjà, c'est vrai que je sais pas ce qui se passe avec Joel Embiid. Je le trouve pas dedans, je sais pas si c'est à cause de ses multiples blessures, je sais pas si c'est parce qu'il est déçu de ne pas correspondre aux attentes. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec lui. Et donc pour Al Horford, je pense que c'est encore plus difficile de trouver une place par rapport à un joueur qui n'est pas à son niveau. Donc il essaye de compenser un peu partout, alors qu'au final, les Sixers, ils auraient presque besoin d'un poste 4 qui passe son temps derrière la ligne à 3 points pour stretcher et qui va envoyer des bombes à 3 points, quoi. Et c'est ce que Horford fait, parce que si je me trompe pas, ça doit être la saison dans sa carrière où il prend le plus de shoot à 3 points, mais c'est une des deux saisons où parallèlement il est le moins adroit, donc forcément c'est décevant. Surtout quand on connaît son contrat, Horford, qui est long, qui est cher. Mais bon, je veux pas non plus le juger trop vite, je veux pas non plus me précipiter, parce qu'effectivement ce sera dans les playoffs qu'on pourra juger ça. Je sais pas, je me dis la vérité de la saison, la vérité des playoffs, c'est pas toujours la même. Et je veux pas être trop sévère trop vite avec lui, je vais essayer d'oublier un peu son contrat, je vais me dire ce qu'il peut apporter en défense par son expérience. Et puis voilà, j'attends les playoffs pour voir ça. Et voilà, en attendant, mais peut-être que le mieux qu'il ait à faire, c'est de continuer à insister à 3 points et de laisser un peu la raquette à Embiid et à Simmons, quoi. Il en prend 12 encore hier, les gars. Il a 5 sur 12. Ouais. C'est vraiment impressionnant de voir le volume qu'il est capable de prendre. Donc ouais, après, ça sera cet été, hein, vraiment le juge de paix. Et puis s'il est capable de step up, bah, tant mieux pour les Sixers. Mais je pense que ça sera un petit peu à double tranchant de ce point de vue-là. Bah écoutez messieurs, merci infiniment pour ce petit point complet après la trade deadline et sur l'actu des Philadelphia 76ers. Donc clôture notre petite page Welcome to the NBA et on va passer maintenant à l'overtime du 5 majeur messieurs. Et avant de s'attaquer au quiz hein, que toute la planète NBA nous envie hein, et qui verra Guillaume et Florian s'entre-déchirer au meilleur des 7 manches je l'espère, on va attaquer les petites infos croustillantes et what the fuck de la semaine avec le All-Star Game. Hein. Hier soir, après la fin de la trade deadline, on a eu le droit en live, hein, Giannis et LeBron, hein, en mode cours de récré, qui ont choisi leurs équipes avec des 5 finalement qui nous ont gardé un peu en format old school, hein, puisque Giannis a sélectionné tous les starters de l'Est, hein, Trae Young, Kemba Walker, Siakam et Embiid. De son côté, LeBron se retrouve avec James Harden, Luka Doncic, Kawhi et AD à côté de lui. Les gars, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces équipes-là un petit favori selon vous pour le prochain All-Star Game? Vas-y, mon Flo, tu commences. Selon moi, la team LeBron est favorite. Je pense pas que ça soit une meilleure équipe spécialement d'un point de vue collectif, mais dans le cadre d'un All-Star Game, je pense qu'elle pourrait complètement casser la gueule de l'équipe Giannis. Il peut y avoir match aussi si c'est pas joué sérieusement. Toujours très compliqué à analyser hein, ce match qui ressemble de plus en plus à une supercherie. Moi qui m'intéresse pas spécialement, hein, pour être très honnête, je te laisse la parole Guillaume. C'est ça, c'est un peu un cirque, hein. La draft c'est toujours fun. Bon voilà, hein, on a vu que LeBron, il y a pas mal de talent dans son équipe. Giannis, il a fait référence à ses origines africaines en recrutant d'abord Embiid, puis Siakam, puis ensuite Middleton avec son premier choix pour les remplaçants. Il a recruté ses potes. Au final, ouais, il y a plus de talent dans la team LeBron. Je crois que mon cœur préfère la team Giannis, mais au final, on s'en fout un peu, parce que ce match, effectivement, va pas beaucoup m'intéresser. Je vais le regarder parce que, par tradition, parce que j'aurais peut-être peur de manquer quelque chose. À vrai dire, je suis un peu nostalgique de cette rivalité conférence Ouest, conférence Est. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait peut-être changer parce qu'elle n'existait plus avec tous les trades qui ont eu lieu. Un joueur, un coup il était à l'Est, un coup il était à l'Ouest, donc ça n'avait plus aucun sens. J'attends qu'une chose, c'est la team USA contre la team Reste du Monde. Ça peut faire enfin, je sais pas si ça fera vraiment quelque chose de bien nouveau, mais peut-être une vraie rivalité où les mêmes joueurs resteront chaque année et que si une équipe se prend une dérouillée une année, elle aura envie de se rattraper l'année d'après. Pour l'instant, et surtout avec les nouvelles règles par carton qui ont été mises en place, je sais pas, enfin j'attends pas grand chose de ce All-Star Game quoi. Ouais, et puis on va juste retenir des petits moments assez sympas. Hein. Giannis, hein, qui en voulant sélectionner Brandon Ingram, l'a confondu avec Kevin Durant. Hein. Lapsus assez révélateur quand même du style entre les deux joueurs. Et puis qui nous a quand même envoyé une petite directe du gauche à James Harden. Hein. Il restait Harden, Walker et Trae Young. Et puis Giannis qui est là en disant j'hésite, je vais quand même prendre soit Trae Young, soit Kemba Walker parce que je veux quelqu'un dans mon équipe qui puisse passer la balle. Donc on pense que le Barbudo a dû apprécier. Et puis, ouais, exactement. Pour faire un petit point, la petite déception, messieurs, concernant les tournois qu'on aura, le Skill Challenge, hein, d'Eric Rose qui est finalement absent, on le verra pas à l'United Center, ça fait un petit peu chier, ça on va pas se cacher, qui est remplacé par Shai Gilgeous Alexander.
Et puis, dernière petite info, tiens, qu'on voulait faire, un petit cocorico, on l'a mis ce matin sur nos réseaux sociaux. Notre petit Frenchie, hein, Adam Mokoka, qui évolue du côté des Bulls hein, en two-way contract et qui nous a tapé un record des années 50, puisqu'en 5 minutes 7 secondes de jeu, il nous a quand même posé 15 pions à 6 sur 6. Magnifique. Ouais, magnifique. Vraiment, Incroyable, ouais. et des chants de MVP qui sont descendus de l'United Center. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça pour un Français. Donc voilà, un petit... Sa fin de 2 passes sur son double pas, elle est juste magnifique. Comment le défenseur passe dans le vent, comment il se débrouille. Enfin, ouais, c'était un petit truc qui était assez rafraîchissant. Quand je me suis levé ce matin que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très très cool de la part d'Adam Mokoka. Ouais, clairement, ça faisait sacrément plaisir. Mhm. Allez, messieurs, on va maintenant passer au tant attendu quiz du 5 majeur. Le quiz, vous le savez tous, que toute la planète NBA nous envie, encore plus attendu que l'avenue de Booker à Minnesota, encore plus espéré qu'un jump shoot pour Ben Simmons du côté de Philly. Le quiz, hein, concocté par mes soins. On est dans une finale NBA, forcément, Philadelphie versus Golden State, donc on est quand même dans un futur assez hypothétique, hein, messieurs, c'est pas pour tout de suite. Au meilleur des 7 manches, et bien évidemment, Guillaume, tu auras l'avantage du terrain, parce que je l'ai décidé unilatéralement. Voilà, c'est comme ça. On part, messieurs, au Wells Fargo Center, et puis avant cette petite chose, je veux vous mettre une petite musique de fond, tout droit sortie de Qui veut gagner des millions. On va se régaler. Game 1. Qui suis-je? Je vous donne des détails, pas dans l'ordre, hein, d'un joueur qui est passé par Philadelphie. Vous devez, au fur et à mesure que je vous cite l'énoncé, me trouver de qui il s'agit. Attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Si vous loupez, vous devez attendre que la main vous revienne, c'est-à-dire que l'autre se loupe pour être capable de me redonner une question. Vous êtes prêts? Réfléchis bien, Guillaume, parce que je me rate jamais, moi. Ah, Florian, il est sur 2 victoires de suite, c'est costaud là. Oh, t'es chaud, ouais. Ok, Très, très chaud. j'ai la pression. On va voir ça. Très très chaud, mon Flo. J'ai commencé ma carrière du côté des Rockets de Houston. Je suis champion NBA, titre que j'ai d'ailleurs remporté avec la distinction de MVP des finales. Cette même saison, j'avais d'ailleurs raflé le titre de MVP de saison. Moses Malone. Oh là là, qui c'est qui m'a envoyé Moses Malone? C'est moi, Guillaume. Ouais, bien joué Guillaume, Moses Malone, 1-0 pour toi, tu nous l'as bien trouvé, Moses Malone, donc je le disais, hein, meilleur rebondeur de la Ligue à 6 reprises, Hall of Famer en 2001, son maillot est retiré dans 2 franchises, hein, les Rockets et les Sixers, avec lesquels il a remporté le titre en 83 face aux Lakers de Magic, pivot de 2008, décédé à l'âge de 60 ans dans sa Virginie natale. 1-0 pour toi Guillaume. Messieurs, on va passer maintenant au Legend Game. Et je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de récupérer un petit papier pour essayer de noter les noms. Je vous explique, Legend Game, on part en 2001. 6 juin 2001, finale NBA. Les Sixers d'un certain Allen Iverson se déplacent au Staples Center pour affronter les Lakers, coachés par Phil Jackson. Lors de cette rencontre, les Sixers s'imposent 107-101 avant de prendre un sweep derrière dans les dents. Messieurs, ce soir-là, 18 joueurs ont foulé le parquet. Je veux que vous me citiez le nom exact des 18 joueurs qui étaient présents du côté de Los Angeles, sachant qu'on est sur la règle de la mort subite. Toute réponse donne une balle de match à l'autre et vous devez attendre qu'il y ait une autre erreur pour éventuellement récupérer la main. C'est tout bon pour vous? Ça roule. Ok. C'est bon pour toi, mon Flo? Bon pour moi. Allez, Guillaume, je te laisse commencer. Eh ben, Allen Iverson, on commence facile. Bien évidemment, Allen Iverson qui nous avait sorti un match énorme avec 48 points. Je valide. Flo? Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo, titulaire bien évidemment, et qui avait sorti un énorme double-double, 13 et 16. Mutombo, c'est bon. C'est bon. Ben, ce sera Shaquille O'Neal pour moi. Le Shaq. Hop, ça va aller vite sur les premiers. C'est validé. Flo? Je vais rester côté Sixers pour essayer de lui en prendre un petit peu avec Aaron McKay. Aaron McKay. Bien joué mon Flo. Qui avait joué
50 minutes ce soir-là. Il y avait eu prolongation. Ouais, On continue. meilleur 6e homme de la saison. Ouais. Moi, je continue facile avec Kobe. Kobe, on pense à lui forcément, qui était là. Et bien son meilleur sparring partner, Derek Fisher, qui devait être dans le coin encore. Derek Fisher qui était titulaire. C'est tout bon. On continue. Ouais, avec Robert Torrey. Robert Torrey du côté. Alors attends. Philadelphie. Pop. Et bah c'est une mauvaise réponse. Pas de Robert Torrey sur ce match-là, sur le Game 1. Oh, c'est pas vrai. Eh ouais. Sérieux? Eh oui. Je suis devant. Et ça donne une balle de match pour Flo, pour peut-être récupérer l'avantage du terrain du côté de Philadelphie. Florian. Je vais pas prendre de risque, j'envoie mon Tailou. Mais oui, Tailou qui se rappelle encore du Allen avec ce fade away et qui le chevauche derrière. Magnifique, mon Flo, qui récupère l'avantage du terrain. Ça fait un partout, messieurs. On file maintenant du côté de la baie. On repart sur un qui Avec suis-je. l'avantage terrain. Avec Ouais, l'avantage je perds terrain l'avantage. pour Golden State, c'est important. Bien fait de le préciser, mon Flo. Surtout vu la forme de Philadelphie à l'extérieur. C'est C'est clair. des choses qui changent pas au fil des ans. Hein. Je commence. Meneur de jeu, je fus drafté par les Warriors avec le 14e choix. J'ai connu sous le maillot de Golden State mes plus belles années. J'ai d'ailleurs évolué là-bas pendant 7 ans. 5 fois All-Star, je suis également champion olympique en 2000 à Sydney avec Team USA. Natif de Chicago, je Tim possède... Hardaway. Oh oui, Tim Hardaway, qui c'est qui nous l'a pris? C'est Guillaume. C'est moi, c'est Guillaume, ouais. Oh magnifique Guillaume, mais oui, Tim Hardaway, natif de Je Chicago. reprends l'avantage. J'ai le record peu glorieux puisque dans un match j'ai tourné à 0 sur 17 au shoot. À côté de Chris Mullin et Mitch Richmond, je formais le trio redoutable qu'on appelait les Run TMC. J'ai eu des propos homophobes à l'époque sur John Amaichi qui faisait son coming out. Mon fils aujourd'hui évolue du côté des Mavs. Tim Hardaway, magnifique. 2-1 pour Guillaume qui récupère l'avantage du terrain. Attention mon Flo, ça commence à se resserrer là. Messieurs, on passe à un nouveau Legend Game. On est en 2013, plus précisément le 10 mai. Game 3 des demi-finales de conférence à l'Ouest. Il s'agit de la toute première série de playoffs de Stephen Curry avec les Warriors. Les Warriors, après avoir sorti Denver, se coltinent les Spurs de Coach Pop. Golden State remporte ce Game 3 102 à 92 avant de s'incliner 4-2 plus tard sur l'ensemble de la série. Messieurs, ce soir-là, 24 joueurs, 12 de chaque côté, ont foulé le parquet avec des noms à vous régaler. Je vous demande bien évidemment de me citer les 24 joueurs qui étaient ce soir-là du côté de l'Oracle Arena. Donc, Florian, le Game 3 on en commence par 2013. toi. Ok. Eh ben, Kawhi Leonard. Ouais. Kawhi Leonard, bien évidemment, 42 minutes, petit match pour lui avec 15 points. Je valide. Moi, je vais commencer facile avec Stephen Curry, du coup. Steph Curry, bien évidemment. Les premiers, vous allez les envoyer relativement vite. C'est tout bon. Tim Duncan. Tim Duncan. On continue. Klay Thompson. Le Clay. C'était tout bon. Hop, à toi mon Flo. Tony Parker. Tony, qui nous avait sorti un match énorme. 32 points. On continue. Andrew Bogut. Andrew Bogut, qui avait pris ses 27 minutes. Gros Ouais. double-double, 11 points, 12 rebonds. On poursuit. Draymond Green. Draymond Green en sortie de banc. Bien joué mon Flo avec 16 minutes. Harrison Barnes. Ouais. Harrison Barnes, titulaire, bien évidemment. 35 minutes pour lui, 12 points. À toi mon Flo. Danny Green. Danny Green du côté des Spurs, titulaire, qui avait été maladroit ce soir-là. C'est tout bon. On n'a pas parlé de Manu Ginobili. El Manu, bien évidemment. Il y retourne l'animal. Avec 12 points en sortie de banc. C'est tout bon. C'était mon prochain. C'était mon prochain. Ah, moi, tu l'as eu, mais je tu l'as vais eu. prendre mon Bobo Diao. Et ouais, Boris Diaw, bien joué mon Flo. On est pas mal. Boris Diaw. Ça se complique. Je crois qu'il y avait Jared Jack à l'époque.
Jared Jack, laisse-moi regarder. Oui, Jared Ouais, Jack en c'est bon. 6ème homme avec 11 points. Oula, ça commence à sortir des noms qui me plaisent. À toi, mon Flo. Et ça commence à être un peu complexe. Je rajoute peut-être Festus Ezeli, mais pas convaincu. Oui, Festus Ouais, Ezeli, Festus titulaire. Ezeli. C'est bon, ça. On commence à avoir des noms qui me plaisent. Thiago Splitter. Thiago Splitter, oui. Titulaire également du côté des Spurs. Oula, ça C'est commence à chaud, partir c'est loin. chaud. Flo. Thiago Splitter, ouais, bah attends, je suis en train de réfléchir, mais. Patty Mills. Oh, oui, Patty Mills, 22 secondes. Ah, il a joué. Oh putain, 22 secondes. 22 secondes, Patty Euh. Mills. Il fallait nous le trouver celui-là. Bien joué, bon Flo. Tu mets la pression sur Guillaume là. Ouais, ça m'apprendra. J'ai pas tout noté. Je crois pas qu'on ait parlé de David Lee. Oui, bien joué, David Ouais. Lee. 3 petites minutes pour lui. Là, on commence à aller sur les soutiers de banc. Là, 3 ça me plaît. minutes. Et là, j'ai plus rien. Est-ce que non, il n'était pas. Allez, on essaie de m'envoyer un nom, mon Flo. Gary Neal. Oui, alors, Gary ouais. Neal, et qui avait sorti 2 petits points avec 10 minutes de jeu. Ouf. Gary Je crois Neal, que j'ai c'est mon costaud. dernier, mais je suis même pas sûr. Il y avait Corey Joseph à l'époque. Et oui, Corey Joseph avec 8 minutes Ah, de putain, jeu. Et là, je crois que je vais sécher. Et ben moi, je crois que. On en a combien sur 24 là? Vous en avez 18, messieurs, là. 18. Ah ouais. Je crois que c'est fini. J'ai pas de. Je sais pas si tu l'as dit ou pas parce que le premier a coupé. Alors, est-ce que s'il a déjà été dit, je peux bénéficier d'une grâce? Allez, grâce spéciale, mon Flo. Vas-y, envoie. Karl Landry. Oh, bien joué. Karl Landry avec 25 minutes et 14 points en sortie de banc. Oh là là, c'est costaud. Il jouait beaucoup à cette époque-là. Hein. Ouais, il jouait beaucoup. 25 minutes de jeu, là. Ouf, ça se resserre, messieurs. Il en reste plus beaucoup, là. Et je me rappelle s'il avait caressé les cheveux de Steph Curry. C'est la seule raison pour laquelle je me rappelle. Là, c'est fini pour moi, Guillaume. T'as Et je tente, mais je suis pas du tout sûr, hein, Stephen Jackson aux Spurs. Stephen Jackson. Pap. Et non, c'est Ah, une putain. mauvaise réponse. Stephen Jackson, c'est pas bon. Il était pas aux Spurs à cette époque-là. Et non. Je croyais que si. Ok, autant pour moi. Bien joué. Et ça fait un point pour Florian. Bien joué, mon Flo. 2 partout. C'est chaud. C'est très très chaud, messieurs, là. Et le reste des joueurs qui étaient là sur le terrain ce soir, du côté des Spurs, il y avait Matt Bonner que vous aviez oublié. Le Red Mamba. Exactement. Et ouais. Tim McGrady. Non, Ah, T-Mac était en did not play. Il y avait Dejuan Blair qui avait pris 22 secondes Ouais. également. Et du côté des Warriors, vous avez... Ah putain, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie des aléas du direct. Voilà, C'est c'est ça. la petite musique de Qui veut gagner des millions qui est repartie. Il y a eu un petit souci. Donc je vous avais oublié. Il y avait Ken Bazemore que vous avez zappé et Scott Ah. Machado qui avait pris 35 et Ah. 22 secondes respectivement. Donc c'est pas mal Ok. du tout ça. Hein. eh ben, félicitations. Ouais, 2-2, c'est chaud. Ça commence à être très très chaud, messieurs. Messieurs, on part maintenant sur le Game 5, le Wells Fargo Center. Cette fois-ci, je vais vous demander une statistique et vous allez devoir me donner un chiffre très rapidement et celui qui est le plus près remporte le point. Vous êtes prêts? Mhm. Al Greer est le meilleur scoreur de l'histoire des Sixers, Syracuse Nationals inclus. Je veux le nombre total de points inscrits par Al Greer sur le maillot des Sixers. À toi, Guillaume, rapidement. Un chiffre. 21 535. C'est par là. Oh putain, 21 535, c'est précis. À toi, mon Flo. 21 534. 21 534, c'était bien joué. Mais c'est Guillaume qui prend le point, puisque Al Greer a inscrit 21 586, l'espèce de filou. Ouh là là, ça fait 3-2 du côté des Sixers. Game 6 du côté de la baie. Win or go home, mon Flo. Et forcément, vous avez compris, hein, le corollaire.
Du côté de Golden State, c'est Will Chamberlain qui est le meilleur scoreur de l'histoire des Warriors. Même question, mon Flo, je veux le nombre exact de points inscrits par Wilt sous le maillot des Warriors. 30... Non, je suis en train de dire une connerie, 25 000 points, allez. Allez, 25 000 points. Guillaume. Je vais partir sur plus, alors je vais faire la technique de Flo, on va dire 25 000, 1 point. 25 000, 1 point. Et messieurs, vous allez nous offrir un Game 7 puisque Will Chamberlain a inscrit 17 783 points c'est tout. Sous le maillot des Warriors. Et oulala, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Game 7, la salle de Philadelphie, sold out, les billets se sont arrachés pour savoir qui aura... On va juste rajouter un point sans déconner, tu veux pas prendre des risques un peu? Pas du tout, je jouais le titre là-dessus. Ah bah ouais, attends, il a essayé un petit système en pick and pop, ça a pas marché, alors Ford qui fait gamelle. Game 7, messieurs. Allez, Game 7, moi je suis prêt. Ouais. Qui aura le droit, Je suis chaud. l'immense honneur d'accrocher sa bannière au plafond de Radiotonique? On va le savoir dans quelques secondes. On part sur un qui suis-je, messieurs. On est sur un grand joueur passé par les Sixers. Tout le Wells Fargo Center retient son souffle, la tension est palpable et insoutenable. Originaire de l'Alabama, je n'ai connu que 3 franchises dans ma carrière, mais ce n'est pas... Barkley. Oh punaise, l'autre il nous a posé Charles Barkley d'entrée. Oh bah mon Flo, c'est fini. Je suis désolé, j'aurais peut-être pas dû commencer par ça. Il nous a plié le game. Guillaume, magnifique victoire au bout du Game 7. Donc j'ai même pas eu le temps de finir l'énoncé. Donc voilà, Charles Barkley, passé par l'université d'Auburn, drafté à la 5e place par les Sixers, 11 fois All-Star. 11 All-NBA Team pour lui, double champion olympique, Dream Team de 92, avec ce titre de MVP en 93, année où il s'incline en finale face aux Bulls. Actuellement commentateur pour TNT aux côtés de Shaq. Hall of Famer depuis 2006, on me surnomme Sir Charles Barkley, et c'est une victoire de Guillaume qui s'impose au bout du Game 7 pour accrocher une nouvelle bannière au plafond du Wells Fargo Center. Bravo mon Guillaume, tu t'es très très bien battu. Merci messieurs pour ce quiz. Gros match de très haut niveau. aussi, j'avais de l'adversité, ouais, c'est clair. C'était assez énorme. Et voilà qui vient clôturer magnifiquement cet overtime du 5 majeur et ce quiz avec la toute première défaite de Florian, invaincu depuis le début de la saison et qui doit céder son titre à Guillaume. Pas trop déçu mon Flo? Écoute, à la manière des Rockets, sur ce dunk de James Harden qui était rentré, je vais me plaindre auprès d'Adam Silver. Il y a eu des fraudes monstrueuses sur ce quiz-là. Quelle mauvaise foi. Je réfléchis d'ailleurs à retirer ma franchise, les Golden State Warriors, du quiz du 5 majeur, tant l'organisation est scandaleuse. Désolé les garçons, je suis dans l'obligation de le dire. Bah écoute, tu auras le même sort que la plainte de James Harden, c'est-à-dire qu'elle déboute. Non, je plaisante, bien entendu. Bravo Guillaume pour cette Bravo à toi. victoire. Et tu seras invité dans l'émission évidemment très bientôt parce que je déteste rester sur une défaite comme tu peux le voir. Et pour défendre son titre. Donc on remercie et on en profite. Merci à toi infiniment Guillaume d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir débattu de la trade deadline, de l'actu des Sixers. C'était un vrai kiff de t'avoir à notre micro. Ouais, mais écoutez, merci à vous. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de tout ça avec vous. On finit sur une note bien sympa avec ce quiz où Flo m'a bien fait transpirer jusqu'à ce match 7. Je remercie les soucis techniques pour la victoire, visiblement, qui m'ont bien aidé. Mais bon, comme on dit, c'est pas la manière qui compte, c'est le résultat. Donc moi, le résultat me convient très bien et je vais accrocher une bannière dans mon studio. Exactement. Donc, on ira hisser ta bannière ici au studio de Radiotonique. Donc merci beaucoup à toi, et puis on rappelle à nos auditrices et auditeurs d'aller jeter un coup d'œil à ta chaîne YouTube, le 6e homme, mais également sur les autres réseaux sociaux. Tu es présent sur Instagram, Twitter, mais voilà, allez jeter un petit coup d'œil, regardez les superbes vidéos que nous pond Guillaume toutes les semaines pour ne rien louper de l'actu NBA. Donc un grand merci à toi et à très bientôt dans notre antenne. Salut, merci beaucoup. Merci mon Flo, pour finir comme d'habitude pour la préparation 5 étoiles de cette émission. Et puis quant à moi, je vais terminer là-dessus. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain 21h en direct, toujours sur Radiotonique, pour le 5 majeur, le rendez-vous basket préféré, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. Ah ciao, bonsoir.